Bonjour, bon samedi et bienvenue au chapitre 2 donc de la trilogie de ce week-end, de cette fin de semaine que j'ai proposé en accès libre pour tout le monde. Je rappelle un peu pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit. Il s'agit de ma réponse de l'alternative que j'ai trouvée à la formation que le MRC propose, parce que justement le MRC a décidé, l'Académie du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun a décidé de proposer une série de formations sur le militantisme politique et ses enjeux pour ceux que ça intéresse, qu'ils soient du parti ou non. Et justement, à travers les plateformes Zoom, il y a ces formations-là qui sont offertes, mais elles ne concernent que ceux qui possèdent une carte de membre. Comme nous ne sommes pas une secte, contrairement à la légende qui est propagée ça et là, et que nous ne voulons pas agir en cercle fermé comme des gens qui auraient des choses à cacher, j'ai donc décidé que voilà, on pouvait aussi trouver un moyen de s'exprimer et de porter la parole, l'éducation sur les sujets du Cameroun à un plus grand nombre à travers des plateformes libres d'accès. C'est pour ça donc que je fais ce live sur ma page. Et hier, nous nous sommes entretenus, entre autres, sur le sujet de la crise anglophone et de ses enjeux, l'urgence du fédéralisme. On a un peu vu l'histoire du Cameroun, ce qui nous amène à l'énorme lac de sang que nous avons aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'était important de comprendre tout cela? Parce que c'est à travers la compréhension de l'histoire qu'on peut trouver les bonnes solutions et éviter justement que cette histoire se répète. Nous sommes donc aujourd'hui au chapitre 2 qui va porter sur l'état de droit parce que c'est un autre sujet qui nous parle. Le but de ces formations, si on peut appeler ça comme ça, est justement de simplifier pour ceux qui ne comprennent pas vraiment ces thèmes-là qu'on avance tous les jours sur les plateaux télé, de les simplifier, de les apporter au plus près de chacun pour que chacun puisse être capable d'argumenter avec une personne, notamment les personnes du parti adverse qui défendent justement la situation actuelle. Il faut que chacun puisse avoir les armes mentales pour justement argumenter et clouer le bec à ceux qui pensent que actuellement tout va bien au Cameroun et qu'on devrait se satisfaire de la situation. Petite anecdote, j'ai eu avant, lorsque j'ai annoncé ce streaming, il y a un biaïste très drôle qui est venu me dire qu'il fallait que je lui donne une fenêtre d'expression sur ce live pour qu'il puisse me remettre à l'ordre. En fait, c'est très intéressant parce que nous avons tous une page Facebook. Ça signifie que si j'ai des choses à dire, je peux évidemment faire une vidéo, un article, un streaming où justement je dément ce que j'ai entendu quelque part, ou je conteste ce que j'ai entendu quelque part, et je n'ai pas besoin de passer par la fenêtre d'une autre personne. Pourquoi est-ce qu'il procède comme ça? C'est parce que, comme je dis toujours, la vérité fonctionne sur le régime tyrannique comme de l'eau bénite sur un démon. Ils ne veulent justement pas que la vérité coule de manière ininterrompue. À ceux qui ont envie de l'entendre, ils ont donc besoin justement de faire irruption dans des entretiens comme celui-ci pour essayer de perturber. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais tomber dans ce piège et ne jamais donner une fenêtre de tir à ces gens-là. Bien au contraire, puisqu'ils sont connectés quand nous parlons, il faut prendre conscience du fait qu'ils sont là et profiter pour les instruire parce qu'ils ont justement besoin d'instruction. Le problème avec l'état de droit au Cameroun sur notre sujet actuel, c'est que la plupart des Camerounais ne sont pas nés dans un état de droit et donc la plupart des Camerounais pensent que l'état barbare dans lequel nous vivons est la norme. Ils pensent que c'est comme ça partout dans le monde. Ils pensent qu'il faut accepter le fait qu'un président, par exemple, n'ait aucun compte à rendre à sa population. Et justement, ça relève de ce que nous pouvons appeler le paradigme de la poubelle. Le paradigme de la poubelle inclut que si vous êtes né à côté d'une poubelle, vous êtes habitué à cette odeur-là et donc vous n'avez pas le désir d'une odeur nouvelle puisque c'est la seule odeur que vous connaissez. L'un des grands théoriciens de la servitude volontaire, un Français qu'on appelait Étienne de la Boétie du XVIe siècle, a justement dit: on ne regrette pas ce qu'on n'a jamais eu. Et puisque les Camerounais, en tout cas, aussi bien nous, notre génération, que ceux qui défendent aujourd'hui le biaïsme sont nés dans ce paradigme et n'ont pas connu autre chose, évidemment, ils défendent le paradigme qu'ils connaissent, vu qu'ils n'ont pas connu ce qui est mieux. Et c'est pour ça que la nécessité d'éducation, justement, de ces biaïstes-là, elle est très importante, puisqu'ils sont pour la plupart inconscients du marasme qu'ils sont en train de vivre. Alors, qu'est-ce que l'état de droit? C'est simple. L'état de droit, c'est un système où l'État lui-même est soumis à la loi qu'il s'est donnée.
Et cette loi-là est justement fait valeur de droit. Ça inclut les textes juridiques pour les tribunaux, la loi du quotidien, le code civil, en tout cas tout ce qui régit le vivre ensemble entre les citoyens, tout ce qui régule la vie sociale. Et l'État, comme le citoyen, est obligé de se plier à ces lois-là. On ne doit pas se retrouver dans un système où quelqu'un, parce qu'il gouverne, décide que c'est lui la seule vérité. Il peut donc, selon ses humeurs, choisir une personne au hasard dans la rue qu'il décide d'assassiner et il dit, c'est moi le monarque, c'est moi le chef de l'État, donc je peux tuer qui je veux, j'ai droit de vie ou de mort sur les citoyens. Dans ce registre-là, ce n'est plus l'État de droit, c'est une dictature, c'est un état bestial, c'est le retour à la savane, encore que même dans la savane, les animaux se tuent mutuellement, exclusivement pour des besoins alimentaires, pour se nourrir. Un animal ne va pas tuer un autre par plaisir parce qu'il voulait simplement jouir du fait qu'il est, je sais pas, le roi de la savane. Donc quand on se retrouve dans un état, pour que cet état soit appelé état de droit, il faut que ceux qui sont au pouvoir soient conscients que les lois ne sont pas en dessous d'eux, ils ne sont pas maîtres des textes, tout le monde est soumis à ces textes-là. Comme on dit, nul n'est au-dessus de la loi. C'est ce que les partisans du biéisme, notamment au Cameroun, devraient s'habituer à répéter puisqu'ils se souviennent des lois lorsqu'il faut justifier l'oppression d'un opposant. On vous dit l'État est un monstre froid, on vous dit force reviendra à la loi, mais de temps en temps, il devrait être capable de dire à la hiérarchie biéiste aussi que Paul Biya, en tant que président pour eux, en tant que roi, si vous voulez, même en tant que demi-dieu, n'est pas au-dessus des textes que le Cameroun s'est fixé. Le Cameroun existe avant son chef d'État, le Cameroun existe pendant son chef d'État et le Cameroun existera après son chef d'État. Il y a donc quelque chose au-dessus de la personne qui est au pouvoir actuellement, vu que cette personne n'est pas le pouvoir, cette personne incarne simplement le pouvoir. Le président de la République, ce n'est pas Paul Biya, quand bien même il aurait été élu légalement. Légitimement, le président de la République est simplement incarné par Paul Biya. Il sera incarné par quelqu'un d'autre après lui, comme il a été incarné par quelqu'un d'autre avant lui. Et c'est ça l'état de droit. Je ne fais pas ce que je veux. Or, au Cameroun, on assiste à une grande différence entre ce qui est dit dans le texte, dans le papier, et ce qui est vécu dans la réalité. Le Cameroun est dans un état de droit de jure, donc de droit, de papier sur les textes, mais un état savanier dans les faits, parce que justement l'autorité administrative s'est substituée au droit. L'autorité administrative ne comprend plus que les textes, elle a l'obligation de respecter les textes autant que les citoyens, qu'elle oblige à respecter justement ces textes-là. Nous sommes dans un état justement donc qui s'est couvert d'une parure de droit, d'une parure de texte. On a les meilleurs textes certainement d'Afrique francophone, mais qui souffrent dans leur application. Le problème au Cameroun, ce ne sont donc pas les textes, le problème ce sont les hommes, et c'est la problématique qu'on avait dans les discussions sur les droits politiques, les droits de manifestation qui avaient été réprimés depuis 2010, fin 2018, 2019, 2020, où pour justifier le traitement qu'on infligeait aux manifestants, les biéistes venaient et vous disaient que voilà, la loi du Cameroun dit que le Cameroun est un état de droit et justement on doit respecter la loi. Le problème, c'était que lorsqu'on entrait dans cette loi-là et qu'on voyait les textes dans les détails, ce n'est pas ce qui était vu sur le terrain. La déclaration de manifester n'était pas délivrée dans la configuration prévue par les textes. L'examen de la pertinence d'une marche, selon qu'elle trouble l'ordre public ou pas, n'était pas fait par les autorités. Au contraire, les interdictions étaient systématiques. Et dans le même temps, les biéistes, eux, ils avaient une facilité déconcertante à marcher, à manifester pour soutenir justement Paul Biya. Donc, ce n'est pas les textes le problème, les textes fixent déjà le cadre légal dans lequel une manifestation, dans lequel le droit doit s'exprimer, mais la politique a inféodé justement le droit à ses propres désirs, à ses propres fantasmes de jouissance, et c'est la population dissidente dans l'ensemble des opposants, et tous ceux qui pensent comme eux qui en pâtissent aujourd'hui. Voilà donc la problématique du Cameroun. Maintenant, l'une des manœuvres consiste à dire aux Camerounais que c'est Dieu qui a installé Paul Biya là où il se trouve. Donc, on est quitté de la République, on est dans ce qu'on appelle la théocratie, un gouvernement
régi par une personne qui prétend être l'émissaire de Dieu sur terre, un peu comme le pape, sauf que nous n'avons pas dit que nous sommes une théocratie, comme le Vatican, ou comme, je sais pas, l'Iran avec ses ayatollahs, ou comme peut-être, je sais pas, les pays théocratiques de ce monde. Nous avons dit, nous sommes une république, nous sommes un régime présidentiel et parlementaire, nous avons une constitution, nous avons des textes de loi que nous avons écrits nous-mêmes, que Dieu n'a pas écrit, et à aucun moment il n'y a une onction divine, voilà. Même si on va vous parler de la messe d'un volier de Paul Biya, ce n'est pas inscrit dans les textes et Dieu n'est pas descendu du ciel avec une enveloppe où il a mis le nom de Paul Biya en disant celui-ci est mon fils que j'ai choisi, comme la Bible parle de Jésus baptisé au Jourdain. Nous ne sommes donc pas une théocratie dont le pouvoir ne vient pas de Dieu, c'est faux. D'ailleurs, Dieu lui-même, s'il faut se référer à lui, je crois qu'il a créé tous les hommes égaux. Nous naissons tous de la même manière. Nous naissons tous, tous les bébés crient à la naissance, tous les bébés naissent, grandissent, vieillissent et meurent. Tous les bébés, tous les humains ont le sang rouge. Les humains, justement, ont deux mains, deux yeux, deux oreilles et ainsi de suite. En fait, nous sommes plus ou moins formés de la même manière dont il y a une égalité parfaite. Aucun être humain n'a accédé un jour à l'immortalité et il vient nous parler en 2020 en nous disant qu'il était vivant il y a 800 ans. Donc nous sommes soumis aux mêmes lois naturelles. Ça veut dire que s'il faut se référer à Dieu, on constate au contraire que Dieu s'est arrangé à ce que tous les humains soient égaux. Il n'a jamais dit, voilà, dans la République du Cameroun, voici ce que moi j'ai installé et qui doivent être supérieurs aux autres. Les humains sont dans ceux-là même qui ont décidé de se soumettre à quelqu'un. La servitude envers une personne découle de la volonté de ces personnes d'obéir à leur chef, justement. On dit un roi n'est rien sans sujet. Si vous êtes 10 dans la pièce et qu'on demande qui est le chef, c'est simplement parce que les autres ont accepté que l'un d'eux devienne le chef qu'il pourra dire c'est moi le chef. S'il dit c'est moi le chef et qu'il est tout seul et que les autres disent on ne va pas t'obéir, il n'est chef de rien. Donc au Cameroun, ce n'est pas Dieu qui a décidé que Paul Biya est là, c'est des gens qui justement se sont arrangés à accepter que Paul Biya leur donne des ordres. Dans les sociétés africaines profondes qu'on qualifiait de primitives ou que sais-je encore, alors qu'elles avaient compris le fonctionnement d'une société, il n'y a pas de supériorité hiérarchique, il y a juste une organisation sociale. Vous allez chez les Pygmées, vous allez chez les Maasai, vous allez dans les tribus profondes de l'Afrique qui n'ont pas été altérées par la colonisation, vous allez voir une distribution des rôles, c'est comme ça qu'on peut appeler ça. Il n'y a pas de chef de famille, il y a une distribution des rôles, il y a une complémentarité dans la cohabitation. Les hommes font certaines choses, les femmes font d'autres choses, les enfants font d'autres choses, et certaines choses sont faites en commun par les hommes, les femmes et les enfants. Et comme ça, tout le monde se complète, le puzzle est parfait et la société fonctionne. Donc on peut tout autant organiser une société comme ces sociétés-là. Comme on est dans un monde moderne et qu'a priori c'est impossible, on ne peut pas se retrouver dans l'état de jungle, enfin dans l'état je dis de jungle de manière péjorative, ça sonne mal. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas se retrouver dans les structures comme justement ces tribus-là. Il faut forcément une organisation hiérarchique qui n'est pas un problème en soi parce qu'elle permet de structurer aussi. Le problème avec l'organisation hiérarchique moderne, comme on est en train de la faire, c'est que au lieu de gouverner sur les bases du droit, du respect de la dignité humaine, dont les gouvernants se livrent au despotisme et commencent à en faire qu'à leur tête, on se retrouve donc à avoir des systèmes d'oppression comme au Cameroun. Vous avez soi-disant élu un président qui a la responsabilité de construire l'infrastructure pour votre pays, dont de bitumer les routes. Vous prenez l'exemple de l'axe Yaoundé-Douala. 200 km, on va dire, il doit bitumer, il doit mettre une autoroute sur les 180 premiers kilomètres. Et vous constatez que 2 ans après les délais prévus, puisque l'autoroute devait être ouverte en 2018, il n'a réalisé que 60% des travaux. 60% sur 200 km, c'est environ 30%, enfin 60 km sur 200, c'est environ 30% du travail, ce n'est pas grand-chose. Et lorsque vous dites que vous allez protester, vous allez lui demander des comptes, il vous frappe dessus. C'est du despotisme, ce n'est plus la conception de la hiérarchie comme on l'a pensé. Hiérarchie ne veut pas dire tyrannie, hiérarchie veut dire pour qu'on ne soit pas dans l'anarchie, où chacun fait comme bon lui semble, et pour qu'on ne soit pas dans la version des sociétés africaines profondes précoloniales,
nous avons organisé une hiérarchie, mais la hiérarchie suppose un respect mutuel. Ce n'est pas parce que tu es hiérarchiquement haut placé que tu n'as pas le même devoir de rester envers moi que moi envers toi. Bien au contraire, intrinsèquement, nous nous valons. Administrativement, tu es au-dessus, mais en tant qu'être humain, nous nous valons. Le Cameroun pêche dans le fait qu'il ne respecte pas le droit de l'autre, dans le fait qu'on a utilisé toutes les manœuvres pour discriminer les gens. Si tu es Bamileke, on va dire on n'aime pas les Bamileke. Si tu es Ewondo, on va te dire on n'aime pas les Ewondo ici. Si tu es du Nord, on va dire on n'aime pas les Nordistes ici. Si tu es d'un parti X, on va dire on n'aime pas les membres du parti X ici, et ainsi de suite. Et c'est ce qui contribue au pourrissement de la société. Et voilà pourquoi on est dans ce Cameroun-là qu'on ne peut pas qualifier d'état de droit parce que c'est une société pervertie. Pour dépervertir la société, il faut donc déjà prendre conscience de cela et s'habituer au fait que dans les sociétés qui veulent émerger, ça se passe autrement. Comme j'ai dit, le Camerounais moyen fonctionne selon le paradigme de la poubelle. Ce n'est pas de notre faute. Nous sommes nés dans un état où on écrase le faible. Nous sommes nés dans un état où on écrase la femme. Nous sommes nés dans un état où on écrase la minorité. Nous sommes nés dans un état où on écrase celui qui est faible socialement, même quand il a raison. Parfois, on est conscient qu'il a raison, mais comme on a le pouvoir, on lui dit, et alors, et puis quoi? Tu sais qui je suis le fils de, je suis le père de, je suis l'ami de, et donc voilà ce que je vais te faire. Souvenez-vous de Amour Belling qui disait à chaque fois, mais même aux autorités policières, quand il dit est-ce que le garde des Sceaux est au courant? Je vais y en parler au garde des Sceaux. En fait, parce que je suis l'ami du très puissant ministre de la Justice, je peux donc m'adresser à un gendarme comme si c'était mon ami du quartier, en sachant pourtant que je n'ai aucune raison. Il n'est pas en tort sur une affaire, je n'ai aucune raison de m'adresser à lui comme je le fais. Ce sont donc ces habitudes qui ont contribué à pourrir la société camerounaise. Et le problème donc que nous avons, c'est que quand vous en parlez autour de vous, vous avez des gens qui défendent cela alors qu'ils sont victimes comme vous. C'est-à-dire, j'ai passé, et c'est ça le drame du Cameroun, Sarkozy se trompait quand il disait en juillet 2007 que le drame de l'Afrique, c'est qu'elle n'est pas rentrée dans l'histoire. Non, le drame de l'Afrique, c'est que l'Africain s'est amouraché de la soumission volontaire. L'Africain s'est amouraché de ses bourreaux. L'Africain a pris plaisir aussi bien sur ses bourreaux externes que sur ses bourreaux locaux à apprécier le mal qu'on lui fait. Ce qui conduit donc à ce que quand tu vas te plaindre de la tyrannie et du despotisme, ce ne sont pas les tyrans et les despotes qui vont venir t'agresser en premier, ce sont ceux qui, comme toi, vont décréter que tu es leur ennemi et vont commencer à te combattre alors qu'ils vivent la même chose. Vous avez donc par exemple des gens au Cameroun, lorsque je dis Paul Biya est un chef de gang, c'est le malfrat principal, l'artificier principal du banditisme politique qui est au Cameroun. Il y a des gens qui vous disent, viens parler de ça ici. Ou quand on dit, allez marcher pour contrer Paul Biya, des gens vous disent, oui mais venez marcher ici dans les diasporas, on va vous suivre. En fait, ils ne réalisent pas que lorsque tu critiques la malversation financière sur une autoroute inachevée, c'est pour lui. Toi, tu es dans la diaspora, justement, je suis dans un pays qui n'est certes pas le mien, mais peu importe, je respire le même air que les Allemands, ou que les Suisses, ou que les Français, ou que les Belges, puisque je suis au même endroit que eux. Que je sois belge, français ou pas, je profite du même métro, des mêmes autoroutes. En fait, peut-être même j'en profite plus que eux, vu que je me déplace énormément. Donc, je jouis d'une infrastructure qui fait que la probabilité que je meure dans un accident de circulation est bien plus faible que si j'étais au Cameroun, même si elle reste possible. Si cela arrive, c'est parce que j'aurais roulé très vite ou le chauffeur aurait eu une inattention ou alors un fou serait venu nous percuter, mais ce ne sera jamais parce que la route est enclavée. Mais celui qui vit dans cette route enclavée est celui qui pense que tu te plains de Paul Biya pour te rendre service et que le fait de demander justement de marcher ou de manifester ou de protester, ne fût-ce que par écrit ou oralement contre justement la gabegie financière, c'est un service en fait pour qu'il le fasse, c'est un service qu'il te rend. Il ne constate pas qu'en fait, il est la victime principale et donc que si tu le fais, toi qui n'as pas besoin de cela, c'est pour lui. On est donc dans une victimisation conduite par l'habitude. Tout à l'heure, je vous parlais de Étienne de la Boétie. Lorsque vous allez étudier la sociologie des gouvernements et les raisons pour lesquelles les peuples sont opprimés, vous allez tomber très souvent sur lui. Tout simplement parce que il n'avait que 16 ans lorsqu'il a rédigé justement le discours de la servitude volontaire et c'est assez impressionnant.
Voilà, le texte a été publié en 1574, mais il a été rédigé bien plus tôt, parce que lui, il est né en 1530 et il a rédigé ce texte autour de 1545 et 1500, 48, dans cet intervalle-là. À 16 ans, il avait déjà ces réflexes-là où il se demandait comment ça se fait qu'une personne réussisse à mettre sous sa coupe des milliers d'autres personnes. Comment c'est possible? Et il constate que contrairement à ce que nous pensons, dont le pouvoir ne vient pas de Dieu, le pouvoir vient de l'habitude des humains à être soumis. Et que les dirigeants, voilà, les dirigeants profitent justement du fait qu'un peuple leur est soumis et s'autorise à peu près tout. C'est encore pire dans les royaumes où, parce que vous êtes de sang royal, le peuple est pour vous d'office un bétail qui vous appartient par nature. Donc sa fonction est de vous être soumis et d'accepter tout ce que vous voulez. C'est pour ça que vous avez dans certaines sociétés où le roi, quand il arrive quelque part, il n'a besoin que de désigner une femme au hasard et on la lui apporte comme un objet, on ne la lui amène pas, on la lui apporte parce qu'on ne demande pas l'avis à cette femme, est-ce que tu es d'accord ou pas? Non, le roi veut te voir et tu n'as plus droit à l'expression. Tu vas aller chez le roi et à partir de maintenant, tu vas vivre dans sa cour, c'est comme ça. Donc, les gens se sont habitués à cela et Étienne de la Boétie nous enseigne à partir de la naissance, nous sommes habitués à la servitude, nous sommes habitués à obéir, nous sommes habitués à la soumission. Ça devient donc l'état normal. Nous avons fini par oublier que l'état normal, c'est la liberté. Et quand quelqu'un te prive de liberté, il faut justement lutter contre cette privation de liberté. Mais comme les Camerounais ne sont pas nés dans la liberté, comme ils sont privés de liberté de naissance, ils ne vont pas combattre ce qu'ils ne connaissent pas. On ne regrette pas ce qu'on n'a jamais eu. Donc, nous nous retrouvons dans le contexte camerounais où vous avez énormément de personnes qui ont souffert du manque d'état de droit et dont la souffrance a été défendue par ceux qui vous parlent plus tard des valeurs humanistes. Puisque la question de notre échange d'aujourd'hui est de savoir si le Cameroun est un état de droit, prenons quelques exemples. Actuellement, Olivier Bibo Nissak est en prison. Depuis les événements du 22 septembre 2020, il a été arrêté chez lui, en présence de sa femme, de sa famille. Il a été amené en prison et jusqu'à présent, il y est toujours. Et là, on peut se demander quel est le texte de loi qui autorise à venir chercher quelqu'un chez lui pour une marche à laquelle il n'a pas participé, à laquelle voilà, et sur des accusations qu'il est difficile de lui coller sur le dos. Insurrection, hostilité à la patrie, tentative de rébellion, il n'y a que dans un état despotique où, parce que vous avez dit, j'organise une marche pour protester contre la manipulation politique à travers les fraudes électorales, et on a vu comment, lors des élections régionales, nous étions interdits, par exemple, notamment les militants du MRC aux portes d'Ibolova d'aller battre campagne là-bas. L'une des raisons pour laquelle, par exemple, avant même Maurice Kamto, à titre personnel, je clamais déjà haut et fort qu'il est hors de question d'aller à ces élections, vu qu'on ne nous permet même pas d'être candidats et que le pouvoir utilise la force du droit, enfin le droit de la force plutôt que le droit et la force du droit, en vous disant le Sud est le socle grammatique de Paul Biya dont ne venez pas ici. On a donc tout en une fois, le tribalisme, la méchanceté, la brutalité, le tout couvert par les forces policières. Et quand on dit on ne veut pas cela et quand on exerce son droit d'inviter les Camerounais à ne pas y participer, on vous dit vous tentez de déstabiliser le Cameroun, vous essayez de mener une insurrection. Pourtant, vous n'avez fait que appeler à une marche avec des mots d'ordre précis. Et encore, Olivier Bibou Nissad n'était pas au devant d'une marche pour dire venez, suivez-moi. Il a été arrêté avant la dite marche chez lui à la maison et sans avoir fait une vidéo ou une sortie où vous disait venez marcher tel ou tel jour. Donc, quand on se retrouve dans ce genre de traitement, même si vous étiez fautif, parce que la discussion au Cameroun, il y a deux échelles. Il s'agit d'une part de déterminer si la personne est fautive ou pas de ce dont on lui accuse. Maintenant, d'autre part, même si la personne est fautive, il s'agit de déterminer si le traitement qu'on lui inflige est conforme à ce que les textes disent. Est-ce que cela est conforme au texte? Vous avez Sébastien Ebala, le 16 avril 2020, il a fait une vidéo où il disait venez à la poste centrale justement manifester notre hostilité à Paul Biya et justement installer celui qui pour vous a la légitimité d'être au pouvoir. Vous voyez bien que ce n'est pas à Etoudi qu'il essayait d'amener quelqu'un, c'est à la poste centrale. Même si vous rassemblez à la poste centrale, il faudra bien aller à Etoudi. Et encore,
quoi qu'on dise, il n'a pas une personnalité portante de manière à ce qu'on croit que des milliers de foules vont s'assembler autour de lui. Donc de toute façon, on savait qu'avec ou sans répression, il n'y aurait pas grand monde à la poste centrale. C'était un acte citoyen d'un Camerounais qui manifestait son droit de ne pas aimer Paul Biya, qui manifestait son opinion que Paul Biya a triché les élections et qu'il y ait une autre personne qui, justement, mérite d'être là pour lui. Les Français, tous les jours, vont dans la rue en disant Macron, démission. Les Allemands, ces derniers jours, ont désavoué Merkel et ils disent que voilà, avec tous les scandales qu'il y a autour de la CDU, le parti de Merkel, même si elle fut une grande chancelière sur les 15 dernières années, voilà, le final n'est pas très bon parce que les choses qui se passent, notamment sur des affaires de corruption, les masques du Covid et tout, ça a entaché énormément le parti. Il y en a donc qui, comme à l'époque de Helmut Kohl, disait déjà vers la fin de son mandat, de son énième mandat, parce qu'il aura passé une vingtaine d'années au pouvoir, que nous ne voulons plus envoyer quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui a amené des hommes comme Gerhard Schröder à remplacer Helmut Kohl à la chancellerie allemande en 98. Au Cameroun, c'est impossible. Vous ne pouvez pas aller dans la rue et dire je suis contre Paul Biya, je veux voir quelqu'un d'autre. Vous êtes arrêté, à supposer même, comme j'ai dit, s'il y a deux échelles, à supposer même qu'ils avaient donc raison de l'arrêter pour, je sais pas, insurrection, déstabilisation. Est-ce que les 150 coups de machette qu'il a reçus sous les jambes sont conformes à la Constitution? Est-ce qu'il y a un texte au Cameroun qui dit que tu dois recevoir, parce que tu as demandé à manifester à la poste centrale, 150 coups de machette dans les cellules de la sécurité militaire de la C1000 sur ordre du colonel Émile Bankoui? Est-ce que tu dois recevoir 150 coups de fouet, de machette sous les jambes et avec des policiers qui te disent d'avouer que c'est Maurice Kamto qui t'a envoyé à la poste centrale. Donc on veut te contraindre à un aveu qui n'est pas le tien en utilisant la violence. Or, on voit bien que Sébastien Ebala n'a pas plié malgré les traitements parce que ce n'est pas Maurice Kamto qui l'a envoyé, parce qu'il jouit de son libre arbitre, parce qu'il fait ce qu'il veut, parce qu'il est libre de ses pensées. Même moi, en tant que conseiller de Maurice Kamto, je m'autorise mes avis personnels. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec Maurice Kamto. Surtout, l'essence d'un conseiller, c'est justement de dire à son boss, à ce niveau-ci, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. La raison pour laquelle nous suivons un leader, c'est parce que dans l'ensemble, son programme nous parle. Ce n'est pas parce que nous pensons exactement la même chose comme des copies, sinon ça ne sert à rien d'avoir des conseillers, vu qu'ils pensent exactement comme toi. Tu peux donc agir tout seul sans avoir à les consulter. Donc, est-ce que le traitement infligé à Stéphanie Njomo après ce qu'elle a subi au Nozo, elle a perdu ses deux enfants, elle est arrivée dans la partie francophone, elle a fait un témoignage en disant les mêmes choses que les riverains Angarbo avaient dit lors du massacre de la Saint-Valentin le 14 février 2020, en disant des militaires sont venus, ont tiré ont incendié des villages, ont tiré sur des enfants, ou encore l'assassinat de la petite Martha, 4 mois qui a reçu 5 balles dans le crâne pendant qu'elle dormait. Est-ce que la Constitution a prévu que cela soit possible? Et maintenant que Stéphanie Njomo vient avoir le même récit en disant ce qu'elle a vu, on l'amène dans les cellules dans les cellules de l'administration militaire camerounaise, on l'intimide, on la torture psychologiquement, au point où, brisée comme elle l'est, on l'a fait encore comparaître dans la télévision dite nationale pour faire des aveux sous contrainte. Est-ce que la Constitution prévoit le chantage politique sous torture? Est-ce que la Constitution prévoit la menace de l'État? Est-ce que l'État de droit signifie que si je pense la chose contraire à ce que pensent les gouvernants, ou alors si je témoigne de ce que j'ai vu parce que ça ne plaît pas au gouvernement, je me retrouve violenté, torturé psychologiquement à défaut d'être torturé physiquement? Est-ce que cela est prévu par les textes? Quel est le texte de loi qui prévoit que Paul Choutan, malgré tout ce qu'on pourra lui reprocher, soit détenu depuis presque 2 ans sans que le motif, sans que la procédure exacte de son traitement ne soit définie, sans que le procès, conformément au texte, ne soit défini, que l'on aille de renvoi à renvoi? Quel est le texte de loi qui définit que les choses devraient se passer comme ça? Si le Cameroun est un état de droit, est-ce que ceux qui soutiennent l'incarcération de Paul Chouta peuvent nous dire ce qui lui est reproché exactement, c'est-à-dire avec fait, avec ce qu'on appelle les preuves tangibles, les pièces à conviction dans le langage juridique? Et s'il y en a, parce que je ne dis pas qu'il n'y en a pas, quelle est la procédure
qu'ont prévu les textes pour cela. Parce que comme j'ai dit, les textes de loi ne sont pas le problème au Cameroun. Il y a de formidables textes de loi au Cameroun. La difficulté est dans leur application. Que dit la loi sur le traitement, justement, lors des cas comme cela? Est-ce que les choses se passent selon la procédure? Ça fait plus de 15-18 mois qu'il est... Ouais, ça fait plus de 15 mois qu'il est en prison, plus d'1 an et demi, presque 2 ans qu'il est en prison, et le procès n'a même pas encore été ouvert. L'audience n'a même pas commencé. Comment c'est possible? C'est-à-dire, c'est sur quelle base, sur quel texte, comment ça a fonctionné? Lorsqu'on a arrêté Maurice Kamto par un mandat de perquisition le 28 janvier 2019, c'était sur quel texte de loi que l'arrestation sur un mandat de perquisition se basait? Et lorsqu'on l'a libéré et que vous avez dit que Paul Biya l'a gracié, depuis quand on gracie quelqu'un qui n'a même pas été jugé pour la fameuse peine? On gracie quelqu'un qui est d'office présumé innocent vu qu'il n'y a pas eu de condamnation. Comment c'est possible? Il n'y a donc aucun monde qu'on a des hérésies comme ça où les gens vont vous parler d'état de droit parce qu'ils se croient à l'abri. Lorsqu'on a pris une femme de ménage chez Albert Nzangan et qu'on l'a incarcérée pendant 9 mois en prison à Kondengui, est-ce que les textes de loi prévoient qu'une femme de ménage qui ne faisait que faire son travail et qui s'est trouvée au mauvais endroit au mauvais moment se retrouve en train de faire 9 mois en prison et doit compter sur une prétendue grâce imposée par la France, qui est donc le prédateur, le gouverneur du Cameroun, la puissance coloniale d'hier et d'aujourd'hui, imposée par la France sous la contrainte parce que la diaspora détruisait le plaisir des séjours de Paul Biya à Lyon. Est-ce que l'état de droit fonctionne comme ça? Donc, lorsque vous avez tous ces éléments-là, vous commencez à réfléchir et à vous dire, effectivement, il y a une version du Cameroun qui existe dans les textes, et une version du Cameroun qui, lorsque vous transposez dans la vie réelle, ne concorde pas du tout à ce que nous voyons. Et pour ceux qui se croient à l'abri, parce que c'est justement le propre des biéistes parmi ceux qui m'écoutent ou qui écoutent l'opposition de manière générale, il y a des gens qui disent c'est bien fait pour vous parce qu'ils pensent que ça ne leur arrivera jamais. Ils ne savent pas que leurs cousins, leurs pères, leurs parents, leurs fils ne sont pas obligés d'avoir les mêmes convictions politiques que eux et dont leurs pères, leurs cousins, leurs fils peuvent se retrouver demain dans les cellules du biéisme. Mon père était député RDPC jusqu'à très récemment. Il ne m'est jamais venu à l'esprit de soutenir les idéaux du RDPC parce que je ne suis pas né pour penser comme mon géniteur. Je n'en ai rien à faire. Il a ses opinions politiques, j'ai les miennes. Et si j'estime qu'il soutient un gang de malfrats, je ne me plierai jamais à soutenir un gang de malfrats. C'est totalement contraire à mes principes. Donc, ceux qui pensent qu'ils sont à l'abri devraient donc observer la jurisprudence. Joseph-Marie Mbotozé, par exemple, qui est un biéiste très convaincu et qui, pour soutenir le biéisme, vous disait que il n'y a pas de guerre au Nozo, que le Nozo est en paix, que cette région est formidable, à la suite d'un quiproquo qu'il a eu, administratif qu'il a eu avec son supérieur Mekulu Mvondo à la CNPS, il s'est retrouvé affecté dans les régions anglophones. Et on voit qu'il est encore avec vous en région francophone. Pourquoi? Parce qu'il a constaté que, non, en fait, ce qui se passe là-bas, c'est pas comme à Yaoundé. Là-bas, on ne va pas draguer, boire, s'amuser et dormir paisiblement comme à Yaoundé. Évidemment, il y a des troubles là-bas. Il s'était embrouillé avec des constructions linguistiques pour vous dire non, c'est pas la guerre, c'est ceci. Du moment où les gens perdent la vie quelque part, du moment où on égorge des élèves, on égorge des enseignantes, on incendie des villages, on tire sur des bébés, vous êtes en état de guerre. Allez dire à ceux qui vivent là-bas que la région est en paix. Allez dire à Tanganji de retourner dans son village. Allez dire à Midjon Frondi de rentrer s'y réinstaller. Allez dire à tous ces gens-là pour qui tout va bien dans le meilleur des mondes d'aller là-bas sans protection militaire. Dites à Betty Yassomo de ne pas se faire entourer de 50 soldats du BIR lorsqu'il se rend dans ces zones. Allez dire au maire, à la femme du maire de Boyan de ne pas défiler avec un gilet pare-balles. Donc, comment fonctionne donc l'état de droit version Cameroun? C'est que même quand vous êtes du régime, lorsque vous opposez à la hiérarchie, arbitrairement, on décide de vous sanctionner et on vous envoie là-bas. Plus récemment, c'est exactement ce qui est arrivé à Pascal Charlemagne Masanga Nyamdin qui estimait qu'il y a des pratiques
pas très catholique à l'intérieur de ce régime. D'ailleurs, une vérité ouverte, nous le savons très bien. Le meilleur ami de Masanga Nyamding, Charles Tebe Yene, avait écrit il y a une quinzaine d'années un livre intitulé Le Cameroun sous la dictature des sectes, des loges et des réseaux mafieux, où justement il mettait en exergue le fameux paradigme du magico-anal qui devient la porte d'entrée pour intégrer ce gouvernement. Personnellement, je me fiche pas mal des homosexuels. Faites ce que vous voulez dans vos chambres, ça ne me dérange pas. D'ailleurs, nous sommes dans des pays européens où on est obligé de voir des homosexuels tous les jours. Et quand tu es en France, en Allemagne, en Belgique, tu ne peux pas venir et sur la place publique dire que nous, on n'aime pas les PD, ou au Cameroun, nous, on ne tolère pas l'homosexualité. On va te traiter d'homophobe et on va intenter un procès contre toi. Donc, quel que soit ce que tu penses des homosexuels, ici en Europe, c'est sous le paradigme de la liberté de chacun, la liberté entre adultes consentants, même si on peut débattre de ça sur une autre, dans une autre forme, sur un plateau télé ou dans un cadre social. Mais en tout cas, nous on est habitué à cela, ce qui fait qu'intrinsèquement, l'homosexualité, ça ne nous dérange pas tant que ça. Les gens font ce qu'ils veulent, c'est leur chambre, c'est leurs appareils génitaux. Maintenant, la problématique au Cameroun, c'est que vous avez créé une homosexualité politique, c'est-à-dire qui devient un acte d'humiliation envers un autre, avec un autre moi, avec son vis-à-vis, pour dire, à partir de maintenant, vu que tu as besoin d'une nomination, tu as besoin d'une consécration à tel poste, voici ce par quoi tu dois passer pour y arriver. Nous sommes un cercle d'individus bizarres et totalement dépourvus de rationalité et nous pratiquons ces choses peu orthodoxes pour justement maintenir notre cercle. Si tu veux faire partie de ce cercle-là, fais la même chose. Charles Tebe mettait cela en avant avec les crimes rituels et les assassinats, d'ailleurs qu'on a vu certains de nos propres yeux en août 2006 après y avoir été violé, je ne sais pas si c'était consentant ou pas. En tout cas, après avoir été sodomisé, il a été jeté de l'étage du Hilton Hotel Njumo Pokam, un jeune Camerounais de 30 ans qui est entré et qui, quelques temps plus tard, a été retrouvé mort sur l'asphalte parce qu'il était défenestré, jeté par la fenêtre. Donc on vous prend, on abuse de vous, on vous jette parce que justement il y a un sens ésotérique à tout ça puisque ce sont des paradigmes de puissance. Charles Tébin mettait donc cela en exergue et c'était le meilleur ami de Pascal Charlemagne. Et Pascal Charlemagne revient donc sur ces éléments en disant de toute façon il y a des réseaux à l'intérieur de ce régime, des réseaux pas très orthodoxes qui font que sur sa propre personne, il ne peut pas accéder à une certaine élévation parce qu'il doit se plier à certaines choses. Et tant qu'il y a certains individus, notamment Ferdinand Ngongo, qui est le véritable président de la République du Cameroun actuellement, il ne peut pas aller plus loin. Qu'est-ce que l'état de droit version Cameroun a fait? On l'a justement déjà délogé, enfin démis de ses fonctions à l'IRIC avant de l'affecter dans une région qui, pour ce régime, est une région de punition. C'est-à-dire des gens qui vous disent qu'il fait bien vivre au Cameroun et que tout va bien. D'ailleurs, Masanga Nyamding le disait et il l'a appris à ses dépens. Des gens qui vous disent il fait bon vivre au Cameroun sont eux-mêmes conscients qu'ils ont enclavé certaines régions plus que d'autres. Ils sont conscients que bon, il n'y a pas d'autoroute en Gaoundéré. Ils sont conscients qu'il n'y a pas, je sais pas, il n'y a pas le Katios, il n'y a pas Equinox TV. Il n'y a pas, la rue de la Joie, la Dolce Vita ou le glacier moderne à Garoua. Donc on vous envoie là-bas parce qu'on dit, bon, de toute façon, c'est moins développé que Yaoundé et Douala, donc tu vas aller là-bas, ça va t'apprendre à parler contre le régime ou contre ta mamelle nourricière. Bon, l'état de droit ne permet pas, c'est un état de droit, mais on ne vous permet pas de vous exprimer. Et ceux mêmes qui ont défendu ce régime, à un moment donné, en pensant qu'il serait à l'abri, se retrouvent donc victimes de cela. Pourquoi? Parce que justement la dictature, comme le disait Valsero, n'a pas d'enfants, elle mange ses enfants. Vous connaissez la grande maxime qui dit que lorsqu'ils sont venus arrêter les juifs, je n'ai pas réagi parce que je n'étais pas juif. Lorsqu'ils sont venus arrêter les communistes, je n'ai pas réagi parce que je n'étais pas communiste. Lorsqu'ils sont venus m'arrêter, il n'y avait plus personne pour me soutenir. Parce que c'est exactement ça. À chaque fois, on pense que cela n'arrivera qu'aux autres, jusqu'à ce que cela nous arrive à nous-mêmes. Donc, la jurisprudence Masanga Nyamding, Joseph René Mbotose et autres, ça parle à ceux qui pensent que actuellement l'état de droit qui mate Sébastien Ebala, qui mate Paul Chouta, qui mate Olivier Bibo-Nissak, qui mate Alain Foguet ne se déversera pas sur eux. C'est un rêve pieux. Un jour, ce que vous pensez être impossible finira par être possible sur vous.
Il y a un sociologue français, d'ailleurs, n'est pas, enfin, il est contemporain. Il a certes 98 ans, mais il est quand même encore vivant. Il est né en 1922. Il s'appelle Marcel Conche et il dit la tyrannie fonctionne sur une, enfin, le tyran, pour fonctionner, le tyran s'appuie sur une cascade de tyranneux. Ils sont tyrannisés, certes, mais ils tyrannisent à leur tour. Fin de citation. C'est-à-dire, il y a un despote qui s'entoure de quelques sujets. Il traite ces sujets-là comme des moins que rien, sauf que ces sujets-là ont eux-mêmes, sous eux, le peuple tout entier. Et ces sujets-là, en retour, traitent aussi le peuple tout entier comme des moins que rien. Ça fait donc que les biéistes qui, aujourd'hui, se réjouissent de votre sort, vous qui êtes opprimés et qui ne bénéficiez pas de l'état de droit dont vous avez droit, en fait, eux-mêmes sont tyrannisés par Paul Biya, c'est-à-dire eux-mêmes, le tyran ne leur rend pas la tâche facile, eux-mêmes, ils subissent la tyrannie. Mais comme ils peuvent tyranniser aussi un peuple en dessous, ils ne se gênent pas, ils le font allègrement. C'est exactement le paradigme dans lequel nous nous trouvons. Le tyran, je répète donc, le tyran s'appuie sur une cascade de tyranneux, il les appelle comme ça les tyranneux, tyrannisés sans doute, mais tyranniques à leur tour, dont les tyranneux, dont les biaïstes, qui composent l'entourage, si vous voulez, de Paul Biya, tout ce qui concerne Ferdinand Gangan, Atanganji et consorts, eux-mêmes, ils sont sous le diktat de Paul Biya parce qu'ils ne peuvent pas ouvertement dire ce qu'ils veulent. Certains n'aiment même pas Paul Biya, mais ne peuvent pas le dire parce que voilà, ils vont en pâtir. En attendant, ils tyrannisent le peuple que vous êtes. Et voilà l'état de droit version Cameroun. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Vous rejoignez donc ce que Martin Luther King nous enseignait quand il dit ce qui est triste, ce qui est tragique, ce n'est pas la méchanceté des hommes cruels, c'est l'indifférence des bons. C'est-à-dire, les méchants ne sont pas le problème, c'est le silence de ceux qui veulent la justice, qui créent encore la perpétuation de l'injustice. Ça signifie que je sais que les femmes sont agressées, les étudiants sont violés, les enfants sont martyrisés. Je sais qu'on oblige les gens à intégrer le RDPC. Je sais qu'on a pris Stéphane Sow parce qu'on le soupçonnait de participer à la marche. On est allé l'amener, son chef est allé l'amener à la police à Douala en disant, lui, il participait à la marche du MRC. On l'a arrêté, on l'a incarcéré et il n'a pas pu assister à la naissance de son enfant alors qu'il avait le droit d'exprimer ses opinions politiques. Maintenant, quand je suis conscient de cela et que je me tais et que je ne fais rien, alors en fait, je contribue à perpétuer la situation qui prévaut au Cameroun. L'indifférence dont des gens bons fait que le problème du Cameroun n'est pas résolu. Nous sommes plus nombreux que ceux qui nous tyrannisent, mais ils continuent de nous tyranniser parce que nous acceptons la tyrannie. J'ai ouvert une petite parenthèse sur les fameux crimes rituels ou sur l'homosexualité politique que nous rencontrons au Cameroun. Ça me rappelle la requête qu'un Camerounais m'a fait, que j'ai lu en commentaire aujourd'hui, où il dit il faut parler aussi des circuits ésotériques du Cameroun. Et je lui réponds, moi je suis un politologue et un membre d'un parti politique qui s'occupe principalement des sujets politiques, économiques, relations internationales. Si tu veux maintenant, pour l'occultisme et tout ce qui concerne l'ésotérisme, tu peux le faire toi aussi. Je ne peux pas être partout à la fois. Ne rêvez pas qu'il y ait un messie qui fait tout pour vous. Et c'est justement ce dans quoi on est au Cameroun actuellement. Ça veut dire que vous avez des gens qui vous écoutent comme si vous étiez une chaîne de télévision. Ils disent, ah tiens, je serai connecté, ah tiens, je vais écouter, ah tiens, je serai là. Non, la problématique pour nous n'est pas de chercher à avoir 50 000 personnes connectées tout le temps. Vous avez remarqué que je ne fais pas beaucoup de live ces derniers mois, je n'en fais presque pas. Même les vidéos sont rares, j'écris beaucoup et mes textes sont longs. Et pourquoi, alors que je sais que les Camerounais n'ont pas la patience de lire, même si j'ai la chance que je suis très lu quand même, pourquoi j'écris quand même de longs textes? Parce que nous voulons créer des Camerounais de qualité. Nous voulons créer des Camerounais qui savent pourquoi ils lisent quelque chose, pourquoi ils écoutent quelque chose. Nous ne voulons pas des Camerounais qui aiment le spectacle, qui aiment écouter les gens parler et qui, parce que tu parles bien, parce que tu dis de bonnes choses, ils sont là et après ils vont qu'à leurs occupations et la vie continue. Et le jour où tu es victime d'une injustice, ils ne sont plus là parce que Sébastien Ibala, justement, aujourd'hui, il est presque aux oubliés, il est presque aux abonnés absents, mais il est fidèle à ses convictions. On veut des Camerounais de qualité, justement, qui sont capables de garder en mémoire ceux qui sont victimes d'injustice, comme on a soutenu Mamadou Mota pendant
tous ces mois jusqu'à ce qu'il soit libéré. En sortant, personne n'a pu nous dire, vous l'avez oublié ou non, on en parlait tout le temps. Ça renforce l'idéologie, ça renforce la volonté de combattre et ça permet aux gens de savoir que, ah non, je ne suis pas seul dans ce paradigme-ci. Il y a des gens qui me soutiennent, il y a des gens qui combattent avec moi. Donc c'est le sens de l'implication politique dont je parle dans mon livre ici. Je vais peut-être y revenir en fin de streaming. Donc c'est de ça qu'il s'agit. On veut la qualité par rapport à la quantité. Alors Martin Luther King dit, le problème, ce sont les gens bons qui ne font rien. Les méchants sont méchants. Les méchants se confortent de leur méchanceté. Tous les sociologues vont vous le dire. Tous ceux qui ont étudié, Alexis de Tocqueville a écrit en 1835 un livre en 2 parties intitulé De la démocratie en Amérique. Il est allé aux États-Unis dans les années où on était encore sous le napoléonisme en France. Il est allé là-bas et justement il a vu comment ça fonctionnait avec une délégation des pouvoirs au peuple, plus ou moins, même si à l'époque il y avait encore l'esclavage et tout, mais en tout cas sous le paradigme blanc, lui il a vu que les États-Unis laissent la parole aux citoyens et que c'est très bien, il n'y a pas une tyrannie qui justement s'octroie le droit de vie et de mort sur tous les individus. Donc nous on se trouve dans la situation où c'est exactement ce qui est en train de se réaliser parce que les gens ne veulent pas être des Camerounais de qualité, parce que les gens veulent le nombre, parce que les gens se plient au despotisme, parce que les gens s'engluent dans l'habitude, parce que les gens, comme ils ne connaissent que l'odeur de la poubelle, s'habituent à l'odeur de cette poubelle-là et s'en accommodent et pensent qu'il n'y a rien au-dessus. Donc, le partage des pouvoirs et le respect de la dignité de l'autre est ce qui permet justement aux citoyens de se protéger lui-même, parce qu'un jour, ça peut être moi. On ne doit donc pas être indifférent quand on voit ce qui est bien. En voyant ce qui était bien en Amérique, Alexis de Tocqueville a voulu la même chose chez lui, parce que chez lui, il considérait que c'était la monarchie, et que voilà, la chute du roi, par exemple, Charles X, intervient en 1830, dont il écrit son livre à peine 5 années plus tard, parce qu'on est justement dans ce contexte-là où c'est plus la royauté que la République. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Donc, il a vu, il a refusé d'être indifférent, il a essayé de transposer à son pays ce qu'il avait vu ailleurs. C'est l'implication là justement à laquelle on invite tout le monde. Quand j'intitule mon livre Tu dois t'impliquer, c'est justement parce que on a besoin de gens qui, après y avoir vu ce qui est bien, deviennent les acteurs de cet élément-là qui est bien et propagent cela autour d'eux. L'autre élément sur lequel le régime camerounais s'appuie pour justement légitimer ses actes, c'est la fameuse loi. Enfin, même pas la loi, c'est les décisions administratives. Le gouvernement camerounais pense que quand le sous-préfet ou quand le président a décidé quelque chose, cette chose-là ne peut pas être contestée parce que c'est la loi. Mais là, on peut poser la question, si le président décide de sortir avec ma femme, est-ce que je dois être d'accord parce que c'est le président qui l'a dit? Mais non, je proteste contre cette loi-là parce qu'elle ne me convient pas. Cette loi, pour moi, n'est pas conforme avec mon idéal de justice. Elle n'est pas conforme avec la raison. On disait que la raison, le logos, est commun à tout le monde, mais finalement, ce n'est pas la chose la mieux partagée, vu qu'il y a des gens qui pensent que leurs décisions font office de raison. Nous parlons beaucoup de Martin Luther King, grand militant anti-racisme des années 60 aux États-Unis. Aujourd'hui, il est célébré comme un héros. Il y a le Martin Luther King Complex à Atlanta, aux États-Unis, en Géorgie, la ville où il est né en 1929. Il y a des collèges, des rues, des avenues. Il y a une Martin Luther King Straße en Allemagne, c'est-à-dire la rue Martin Luther King. Il y a, voilà, en fait, il y a tous ces éléments-là. Et il y a des Camerounais qui vont vous dire, voilà, je suis l'héritier de Nelson Mandela, je suis l'héritier de Martin Luther King. Même Paul Biya, s'il va aux États-Unis, il va vous publier une photo, il vous dira, voilà, j'ai rencontré les descendants de Martin Luther King, ce grand militant du combat contre le racisme. Pourtant, Martin Luther King a été obligé de désobéir à des décisions qui étaient pour lui non conformes à la loi. Martin Luther King est devenu célèbre le 1er décembre 1955 lorsqu'il a organisé le boycott des bus de Montgomery. Qu'est-ce qui s'est passé en 1955? Une jeune femme d'une vingtaine d'années, appelée Rosa Parks, a décidé de refuser de céder la place à un blanc dans un bus dans l'état de l'Alabama, parce que pour elle, elle ne concevait pas que un noir ne peut pas être assis parce que les blancs sont là. Il y a eu une législation depuis 1896 qui disait que dans les bus de Montgomery, vous aviez 10 rangées devant pour les blancs,
10 rangées derrière pour les noirs. Au milieu, vous avez une quinzaine de rangées réparties blanc-noir, dont mixtes. Mais s'il y avait plus de blancs encore debout, les noirs étaient obligés de reculer et de se tenir debout pour que les blancs puissent s'asseoir sur cette rangée intermédiaire-là. Rosa Parks n'était pas du tout d'accord avec cela. Elle a donc protesté. Elle a été arrêtée par les autorités pour avoir violé la loi. C'était une loi instaurée par la Cour suprême en 1896. C'est l'administration américaine qui avait décidé que c'est illégal de rester assis quand un blanc est debout. Aujourd'hui, on prend les bus, on insulte même les blancs, on dit hey, bouge-toi là, j'étais là avant. Mais avant, c'était impossible. Aujourd'hui, ça nous semble normal, ça nous semble anodin. Or, avant, il fallait y entendre. On était obligé nos oreilles étaient obligées d'entendre que non, la loi dit que, et c'est exactement comme ça qu'on fonctionne au Cameroun. Un sous-préfet décide parce qu'il ne vous aime pas, parce que vous êtes Bamileke, parce que vous êtes du MRC, parce qu'il ne veut pas déplaire à sa hiérarchie, parce qu'il a peur d'une sanction. Il dit, votre marche, même quand vous organisez un mariage, c'est un trouble à l'ordre public, pendant qu'ils organisent des soirées dansantes. On a vu Majoaï avec Jacques Famdongo et Joseph Owoné il y a quelques jours, et l'effigie de Paul Biya absolument partout, en pleine période de Covid, mais on va nous expliquer que Olivier Bibounissa, qui organise son mariage, est en train d'enfreindre la loi. Est-ce que c'est la conception de l'état de droit que vous avez dans votre esprit? Or, c'est ce que nous avons à faire au Cameroun. Martin Luther King, qu'on célèbre donc aujourd'hui, lui, il avait dit, ces lois-là ne me convainquent pas. Ils ont organisé le boycott le plus long de l'histoire des États-Unis sur plus de 370 jours, du 1er décembre du 5 décembre, quelques jours plus tard, du 5 décembre 1955, donc 4 jours après le premier, après que Rosa Parks ait refusé de céder la place, ils ont organisé un boycott qui part du 5 décembre 1955 au 20 décembre 1956. Il a été arrêté pour déstabilisation, bref, tout ce que vous avez eu au Cameroun. Déstabilisation, hostilité contre la patrie et tout. Le 19 mars 1956, il a été arrêté et mis en prison, sans compter que beaucoup de ses congénères avaient été arrêtés plusieurs mois plus tôt. Vous voyez donc que le fonctionnement de l'Amérique ségrégationniste est exactement le même que le fonctionnement du Cameroun actuel. L'Amérique ségrégationniste n'était pas un état de droit. Pourquoi le Cameroun dit qu'il est un état de droit? C'est complètement absurde. Les pratiques d'une Amérique esclavagiste sont encore utilisées aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui ils disent qu'ils sont dans un état de droit? Lorsque le militant Martin Luther King, devant le Lincoln Memorial, dans la capitale Washington, D.C., en 1963, prononce son fameux discours I Have a Dream, il dit, je rêve qu'un jour, ces lois-là qui nous séparent les uns des autres, soient abolies, parce que ce sont certes des lois écrites par le pouvoir, mais ce sont des lois qui ne sont pas conformes à l'éthique, à l'égalité humaine. C'est pour ça qu'il dit, je veux que mes enfants, les petits blancs, les petits noirs, puissent être ensemble, assis sur une table qu'on pourra appeler la table de l'amitié. I have a dream that one day, little black boys and little white boys will be able to sit down at the table of brotherhood. The table of brotherhood, la table de l'amitié, la table de la conversation, the table of partnership, the table of friendship, the table of... voilà, tout ce que vous voulez, la table de la coexistence. Maintenant, est-ce qu'on va dire si Martin Luther King est un héros, ceux qui militent contre le despotisme au Cameroun aujourd'hui sont donc des héros? Forcément, Rosa Parks est une héroïne, dont Rosan Djimeni aussi est une héroïne, puisqu'elle a exercé son droit de demander aux gens à Bafoussam de ne pas aller militer, de ne pas aller au régional, parce que c'est des élections qui vont simplement servir à consolider un pouvoir despotique de Paul Biya. C'était son droit. Pourquoi on l'arrête? Elle est terroriste. Pourquoi Rosa Parks, elle, maintenant, est une héroïne? Ce n'est donc pas pour rien si j'ai intitulé le live d'aujourd'hui Chronique d'une liberté enchaînée, parce que le livre, écrit en duo par Rosan Djimeni et Thierry Mbebke, a justement pour titre Liberté enchaînée. Il faut savoir que bien avant Rosa Parks, et c'est ce que l'histoire oublie, il y a une jeune militante qui s'appelait Claudette Colvin, qui avait déjà refusé, et elle n'avait que 15 ans. Quand on vous dit que l'indifférence des hommes bons est la continuité, la mamelle nourricière de la continuité de l'injustice, elle n'avait que 15 ans, Claudette Colvin, et c'était aussi en 1955, mais c'était au début de l'année, c'était le 4 mars.
Elle aussi, elle est entrée dans un bus, elle fréquentait dans une école au Washington High School de Montgomery. Elle est entrée dans un bus avec trois de ses copines. Elle s'est assise et un blanc est venu, a dit, enfin une jeune femme blanche est venue, elle a dit, lève-toi, je veux m'asseoir. Et elle n'a pas répondu, elle a continué à regarder par la fenêtre et la voiture roulait. La jeune femme a alerté le chauffeur qui a alerté la police et la police est venue, la police a demandé levez-vous madame, elle n'a rien dit. Et qu'est-ce qu'ils ont dit après? Ils ont créé une histoire en disant voilà, elle nous a insultés, elle nous a voilà, elle essayait de créer, de semer le carnage. Or tout cela était faux, mais il fallait diaboliser quelqu'un, c'est la stratégie du bouc émissaire, le procès kafkaïen. On vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait et on appuie tellement dessus que vous finissez par vous convaincre que vous avez commis ce crime. Or c'est faux. Heureusement, cette jeune femme, parce que c'est l'époque de la grandeur des femmes, quand on demande aux femmes de parler des grandes femmes, vu qu'on a remarqué les femmes sont très fortes pour dénigrer les femmes qui pour elles sont des rebuts de la société, mais on ne les voit pas porter en triomphe ces grandes femmes justement qui ont fait l'histoire. C'est pas pour rien que je m'appuie énormément sur les femmes de Rosanne Gimeni en passant par Rosa Parks jusqu'à cette fameuse Claudette Colvin. On l'arrête donc, cette petite fille de 15 ans, et quand on lui dit, voilà, qu'est-ce que tu enfreins la loi, tu n'as pas honte, elle dit, ben non, je suis en train d'exercer mes droits. On a fait un cours sur la Constitution, et je me suis rendu compte que mes droits étaient bafoués. Et justement, dans son école, le Washington High School of Montgomery, elle a justement eu un cours où elle s'était rendu compte que ben, dans la Constitution, tous les hommes naissent égaux. Elle ne comprend pas pourquoi elle, la noire, ne devrait pas être l'égale des blancs simplement parce qu'elle est noire. Elle refuse cette injustice-là et donc elle s'est retrouvée à avoir les arguments pour défendre le traitement qu'elle subissait. C'est pour ça que je dis, quand on ouvre une trilogie comme celle-ci, une formation de 3 jours où on dit le but sera de donner aux uns et aux autres les arguments qui vont les permettre de répondre à leurs vis-à-vis qui soutiennent bêtement la dictature parce que pour l'instant ils en profitent en oubliant que demain la même dictature va jouer contre eux. Elle a dit je connais mes droits. Elle a étudié le combat des grandes femmes comme Harriet Tubman qui avait justement milité un siècle avant pour les droits des Noirs. Harriet Tubman, c'est une jeune femme née en 1825, enfin vers 1825, parce que c'était une esclave, et à l'époque, les dates n'étaient pas très exactes. En tout cas, elle est morte au début du siècle dernier, en 1915, et c'est une grande femme qui justement aussi a milité pour les droits des Noirs et qui justement a eu tous les problèmes qui vont avec à l'époque où un président, elle est née à l'époque où un président militant esclavagiste du nom de Andrew Johnson, 7e président des États-Unis, était au pouvoir. Andrew Johnson est au pouvoir de 1829 à 1837. Il va faire 2 mandats et lui, il va justement appuyer ces lois ségrégationnistes, ces lois, voilà. D'ailleurs, j'en parle parce que c'est l'homme qui figure, pour ceux qui vivent aux États-Unis, vous saurez de quoi je parle. Andrew Johnson, c'est l'homme qui figure sur le billet de $20. Et je parle de ça pourquoi? Parce qu'en 2016, il y a une discussion qui est venue sur la table où on voulait remplacer Andrew Johnson par Harriet Tubman, qui deviendrait ainsi la toute première femme noire à figurer sur le billet de $20. Cela n'a pas été fait pourquoi? Parce que Donald John Trump est arrivé au pouvoir en 2016 et lui, il aime beaucoup le président Johnson. D'ailleurs, il a installé un cadre, un tableau, un énorme tableau de Andrew Johnson dans le bureau ovale, dans la Maison Blanche. Ce n'est qu'il y a quelques semaines, en janvier 2021, après l'accession au pouvoir de Joe Biden, que la question est revenue sur la table et que Joe Biden a rouvert la discussion. Donc il est possible que dans les mois à venir, on ait pour la première fois une femme sur un billet sur la monnaie américaine, une femme noire de surcroît. Donc voilà, c'est ces grandes femmes-là donc qui ont fait l'histoire et qui ont parlé à cette jeune fille Claudette Colvin qui s'est dit bah, ces grandes femmes-là qui ont lutté m'inspirent beaucoup. Moi aussi, je vais me battre pour le droit des minorités, pour le droit des noirs. Et c'est pour ça que je ne peux pas laisser céder la place à un blanc alors que je suis son égal. Ce sont donc des lois injustes, mais que les blancs ont écrit pour donner l'impression aux Noirs que c'est eux les coupables. On est dans le même registre au Cameroun. La loi vous dit que vous avez le droit de manifester. Tout ce que vous avez à faire, c'est de déclarer à la préfecture que vous êtes en train d'aller manifester. Vous définissez ensemble un itinéraire, un cadre, et vous êtes accompagné par les forces de l'ordre. C'est leur devoir. Ils sont payés par les impôts du citoyen. Voilà l'état de droit. Lors du sommet du G20 à Hambourg, il y a 2 ans, en Allemagne, dans le Nord,
On a eu des gens qui sont allés protester contre la tenue de ce sommet parce qu'ils n'aimaient pas les clauses qui étaient fixées, ils n'aimaient pas le dictat de Bruxelles, le dictat international, ils aspirent au souverainisme, ils n'aiment pas la manipulation des Bilderberg. La police avait malgré tout encadré la manifestation. Ce n'est qu'avec les échauffourées et les violences qui ont éclaté après qu'on a arrêté ceux qui sont coupables et qu'on les a jugés conformément à leurs faits. On ne les a pas arrêtés nuitamment, conduits dans une destination inconnue, torturés avant de commencer le jugement. Ça n'existe dans aucun état de droit. En allemand, l'état de droit, c'est le Rechtsstaat. Comme on dit en français, l'état de droit, ça veut dire l'état n'existe sous cette forme que parce qu'il y a le droit. Sans le droit, il n'y a pas d'état. Il y a donc un mot en allemand qui n'existe pas en français, c'est Rechtsstaatlichkeit, c'est-à-dire le mot qui dérive de l'expression état de droit. Rechtsstaatlichkeit, ça veut dire le fait d'être un état de droit. En allemand, c'est un seul mot. En français, c'est une phrase entière. Mais ça veut dire que ces pays ont essayé de développer des concepts qui traduisent une identité du respect de l'opinion contraire. Même si on n'aime pas, il en est ainsi. Dans cette petite fille de 15 ans, quand vous soutenez la dictature et la sauvagerie au Cameroun, une petite fille de 15 ans aux États-Unis vous donne la leçon que non, on n'est pas dans un état de droit. On est venu arrêter Maurice Kamto sur un mandat de perquisition, ce n'est pas un état de droit. On l'a assigné à résidence pendant 2 mois en attendant que les élections régionales se tiennent. Ce n'est pas un état de droit, ça ne fonctionne pas comme ça. On a arrêté Alain Fogué nuitamment pendant qu'il venait au domicile de Maurice Kamto. On arrête un Camerounais qui se rend chez un autre Camerounais. Et jusqu'à présent, il est en prison. Et pour brouiller l'esprit, on vous dit, nous détenons des éléments, et ils détiennent toujours les éléments. Nous avons les éléments en notre possession qui nous permettent de comprendre que en fait, on vous habille une perversion pour surfer sur votre crédulité. On vous fait croire que c'est pour ça que quelque chose est fait. Or, en fait, c'est juste la justification de la violence. Puisque quand il faut avoir le service de renseignement pour vérifier l'avancée de la construction des travaux du stade, ils ne sont pas présents. Le service de renseignement du Cameroun fonctionne simplement quand il s'agit de réprimer les opinions politiques contraires. Est-ce que on n'aurait pas pu le mettre en œuvre pour comprendre pourquoi est-ce que le sac de ciment il y a 500 000, 700 000 francs CFA, ou pourquoi est-ce que le stade de Japoma coûte beaucoup plus cher que le stade des Bimpe d'Abidjan, alors que la capacité du stade des Bimpe est plus élevée, ou du moins à capacité égale, 50 000 places. Pourquoi est-ce que les frais à Bimpe, c'est à 60 milliards de francs CFA, et à Douala, on dépasse les 150-200 milliards. Comment c'est possible? Là, le service de renseignement n'anticipe pas. Là, pour le stade Olembe à Yaoundé, le stade n'est pas achevé, la CAN n'a pas lieu, il n'y avait pas de service de renseignement, mais curieusement, le service de renseignement a compris que le plus grand danger pour le devenir du Cameroun, c'était Alain Fogué qui se rendait chez Maurice Kamto, c'était Olivier Bibo-Nissa qui se mariait, c'était Bibo-Nissa qui était avec sa femme et ses enfants dans sa demeure. Dans cette perversion-là utilisée pour vous faire croire que, bon, la loi a dit qu'il faut violer les lois, c'est simplement le fait que on veut empêcher par intimidation, par violence, toute velléité de contestation. Un régime qui s'est forgé sur 38 ans et qui va garder le pouvoir coûte que coûte, s'arrange à ce que l'envie ne vous vienne même pas de manifester, que l'envie ne vous vienne même pas de vous lever, que l'envie ne vous vienne même pas de dire non. Ce régime-là, donc, est l'état de droit sur papier et la dictature sur les faits que nous avons dans notre pays, le Cameroun. N'oubliez pas que ça a existé absolument partout, même dans la religion. Les premières formes d'esclavage ont été organisées par la Bible. Ça veut dire que les gens peuvent utiliser aussi le droit divin pour légitimer l'oppression de l'humanité. En 1454, le pape Tommaso Parantucelli, alias Nicolas V, le 8 janvier 1454, avait écrit une lettre au roi Ferdinand d'Aragon, roi d'Espagne, et Isabelle de Castille, et au roi Jean du Portugal. Il écrit à ces personnages-là une loi qui disait, bon, vous pouvez vous diviser le monde en deux et aller y assujettir ces peuples au nom de Dieu. C'est comme ça. Donc c'est la loi divine, c'est Dieu qui vous demande de faire ça. Et plus tard, à Valladolid, en Espagne, à l'Institut de San Gregorio, on s'est réunis autour de la convocation d'un membre du clergé qu'on appelait Bartolomé de las Casas, et on a tablé sur le fait que le noir est un animal qui n'a pas d'âme.
on réfléchissait sur les Amérindiens, les Blancs et les Noirs. On a déduit que, bon, les Indiens d'Amérique, enfin, Indiens d'Amérique, ils sont appelés comme ça par abus, parce que c'est ce piètre navigateur de Christophe Colomb croyait qu'il était arrivé en Inde alors que c'était à peine l'Atlantique qu'il venait de traverser. Il a cru que c'était les Indiens, il les appelait comme ça. Donc, les Indiens d'Amérique ont une âme, il faut les traiter avec un peu de considération, même si on les assassine de temps en temps. Les Noirs, par contre, ils n'ont pas d'âme, c'est du bétail, c'est un meuble comme la table sur laquelle je suis posé actuellement. Donc ça s'est passé de 1550 à 1551. La réflexion a été appelée la controverse de Valladolid. Et plus tard, Louis XIV en France s'est inspiré de ça en 1685 pour écrire l'ensemble, la cinquantaine d'articles qu'il a écrits dans son fameux Code noir, où l'article 44 vous répète que oui, le noir est un animal, c'est du bétail, il a la valeur d'un bien meuble. Il faut pas chercher plus loin. Donc, avant que la Bible, avant que les humains ne consacrent eux-mêmes le mépris et l'animalisation des autres humains, ils se sont basés sur la Bible. Ça fait donc qu'on peut utiliser même le texte religieux pour vous dire que, en fait, c'est Dieu qui dit que vous êtes des sous-hommes. En fait, c'est la loi divine et dont nous avons raison de vous traiter avec le mépris avec lequel nous sommes en train de vous traiter. À plus forte raison, le Cameroun, avec ses sous-préfets, ses secrétaires généraux qui vous disent que non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Je vous rappelle que le vendredi 5 octobre 2018, quand j'étais au Cameroun pendant la campagne, j'ai organisé à l'hôtel Le Wat à Bessengi, à Douala, une conférence pendant la campagne où je voulais parler du programme du MRC. Puisqu'on n'avait pas encore voté, je me disais qu'on est dans un pays normal où on vote les gens sur la base de la campagne et du projet politique. J'ai donc présenté ma déclaration, je suis allé la chercher à la sous-préfecture, je l'avais, et curieusement, quelques heures avant que la conférence ne commence, on est venu m'annoncer que, ah non, les autorités ont décidé que la conférence est interdite. Pourquoi? Je ne sais pas. Or, nous sommes en pleine campagne, une conférence interdite en pleine campagne. Donc, la situation est arrivée à me faire comprendre que nous n'étions pas dans un état de droit et que tout cela, c'est de la simple fumisterie. Donc, c'est ce Cameroun-là que nous ne voulons pas. Le Cameroun qui a été créé par des gens qui utilisent leur pouvoir, utilisent leur statut, utilisent leur position pour mater une grande population, une plus grande population et maintenir la jouissance dont ils sont victimes, dont ils profitent actuellement. Maintenant, comment ça fonctionne pour résumer un peu les fameuses techniques de manipulation dans un État pourri qui vous dit qu'il est un État de droit? On fonctionne par le nivellement par le bas, la comparaison avec l'absurde. On vous dit, et écoutez, regardez, en Allemagne aussi, la chancelière peut se représenter à vie. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'en Allemagne, il y a un système fédéral qui fait que la chancelière ne nomme pas les sénateurs, elle n'a pas voix au chapitre sur la politique, par exemple dans les cantines des États fédérés, sur la police locale, sur les petites phases de la vie quotidienne. Elle, c'est sur les grands sujets de l'État qui concernent le Bund, l'État central, la politique extérieure, la politique militaire, la politique nucléaire, la politique économique externe. Voilà les grands sujets où elle est présente. Elle n'est pas dans vos histoires de quartier où on va dire, voilà, il y a quelqu'un qui s'est marié, il y a Douala, et Paul Biya a envoyé l'ordre à Ngongo, d'envoyer l'ordre à Tanganji, d'envoyer l'ordre au sous-préfet, d'envoyer l'ordre au maire d'interdire le mariage. Non, ça ne se passe pas comme ça ne l'intéresse pas. Les États se gèrent entre eux et le pays fonctionne. Angela Merkel, voilà, s'il faut donc prendre le sujet de l'Allemagne, il faut copier absolument tout. Mais on vous dit non, même en Allemagne, voilà, même là-bas on interdit les manifestations. On ne dit pas que là-bas, en fait, on interdit les manifestations quand il y a une réelle perspective que ça dégénère. Et encore, même quand on interdit, les gens manifestent, on ne les arrête pas, on ne les torture pas pour autant. La plupart du temps, on laisse faire. La plupart du temps, la police surveille simplement et la police n'intervient brutalement que lorsqu'il y a des gens qui commencent à casser et à faire n'importe quoi. Donc, si on veut copier, copions l'ensemble. Après, l'autre stratégie consiste à vous dire, Swahili, tu ne pouvais même pas parler dans ce Paul Biya, c'est mieux. En fait, on fait la comparaison
pour vous dire que en fait, vous êtes dans un état de droit parce que Joe ont tué, ont assassiné Ernest Wanji et consorts. Mais est-ce que actuellement, aujourd'hui, le Cameroun n'assassine pas? Demandez à la famille de Samuel Ouazizi où se trouve le corps de leur frère, fils, cousin, oncle et tout ce que vous voulez. On l'a assassiné, il y a près de multiples tortures, on a fait disparaître le cadavre parce que certainement il était dans un tel état où ça aurait été insupportable pour la famille de voir ça. Et pendant un an, on a continué de dire à sa famille que non, il est en vie. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est concevable? Donc on vous dit cela et on vous fait croire que Souaïdjo c'était pire. Non, Souaïdjo, en fait, on compare juste un assassin contre un autre assassin. Ils ont juste différentes méthodes, mais sur le plan politique, Paul Biya et Aïdjo, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Il n'y avait pas 12 000 morts en 5 ans sous Aïdjo. Il y avait les morts de l'indépendance et tout, mais il n'y avait pas des gens qui, dans une période soi-disant de paix, parce qu'ils ont dit, traduisez-nous nos textes, on a commencé à les fouetter et ils se sont radicalisés et ça a abouti à justement une crise où une partie du pays est comme ça infranchissable et défraie la chronique à travers le monde. En fait, c'était compréhensible parce que la France organisait à l'époque les années 50-60, mais aujourd'hui, qu'on pense avoir évolué un demi-siècle plus tard, on se retrouve pile poil au point de départ. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que sous Amadou Ahidjo, il y avait donc la Camship, la Cameroon Airlines, la Cannes qu'on organisait, les plans quinquennaux qui permettaient au Cameroun de se redresser, l'assistance financière accordée aux pays qui sont aujourd'hui parmi les dragons d'Asie, la Corée du Sud, la Chine et consorts. Les gens ne vous disent pas qu'il y avait des premières structures de création technologique au Cameroun, qu'il y avait un Boeing 747 piloté par des Camerounais à partir de 74. On ne vous dit pas cela. On fait la comparaison avec l'absurde pour vous dire que l'absurde actuel est supportable. Et c'est ça les techniques de manipulation pour vous faire accepter. L'autre technique de manipulation, c'est le procès kafkaïen. Ça signifie que vous êtes en train de revendiquer quelque chose et après, on vous colle quelque chose pour détourner le sujet. On vous crée, vous devenez le criminel d'un crime qui n'existe pas. Donc, je suis Ekanga, je suis du centre et on me dit, qu'est-ce que tu fais chez les Bamileke dans cette secte MRC? Je deviens coupable d'avoir choisi un parti politique sur le programme. Des gens, des tribalistes, qui avouent leur tribalisme en me disant qu'ils n'aiment pas les Bamileke, me disent maintenant que c'est moi le criminel de ne pas être tribaliste comme eux. Qu'est-ce que je fais chez les Bamileke? La raison pour laquelle eux, ils ne sont pas chez les... Enfin, la raison pour laquelle le MRC serait un parti de Bamileke, ce serait parce que ceux qui ne sont pas Bamileke refusent d'intégrer. Les Bamileke ne vous ont pas dit n'entrez pas dans le MRC. Heureusement qu'il n'y a pas que les Bamileke dans le MRC, mais même s'il n'y avait que les Bamileke, la raison serait que les autres ont refusé d'y entrer. Un parti tribaliste est un parti qui n'admet que les ressortissants d'une région. Mais si vous refusez d'entrer dans un parti et donc de grossir les rangs de la diversité, c'est que c'est vous les tribalistes. Mais dans le procès kafkaïen, on vous accuse pour rien. On vous crée une affaire dans l'affaire et l'affaire dans l'affaire dans l'affaire parce que ça devient, voilà, c'est une secte tribale, vous voulez le pouvoir à tout prix. Donc, des gens qui vous arrêtent parce que vous avez voulu manifester ou parce qu'on a pensé que peut-être vous avez envie de supposément manifester, des gens qui vous torturent, qui brûlent les cadavres, qui assassinent les bébés, c'est eux qui vous disent que vous êtes prêts à tout pour accéder au pouvoir. Vous n'avez tué personne, même la brigade anti-Sardinard qui a vandalisé les ambassades en 2019 dans les diasporas n'a pas assassiné un individu. Mais ceux qui ont assassiné un individu au Cameroun, qui ont assassiné des gens, des milliers de gens, disent à ceux qui ont simplement vandalisé des bâtiments, vous voulez le pouvoir à tout prix. Mais qui veut le pouvoir à tout prix si ce n'est Paul Biya? Nyadji Fenji ne parle pas, mais il est au Sénat. Kavaye Ege Djibril a la voix la plus épouvantable que j'ai jamais entendue de ma vie, mais il est à l'Assemblée nationale. Paul Biya, je ne sais même pas s'il a une voix, en tout cas il n'a plus de dents, il est à la présidence. Il n'arrive plus à sortir de son bunker, il est à la présidence. En fait, ils sont incapables de reconnaître que même la nature s'impose à eux. La nature dit c'est fini. L'être humain c'est comme ça. Naître, vivre, mourir. Voilà le cycle de la vie. C'est ça qui permet aux générations et à l'humanité de se renouveler. On n'y peut rien. On est tous soumis à ce cycle-là. Mais eux, non. Ils sont là à tout prix. Ils sont prêts à tuer pour. Nous ne pouvons pas aller au Cameroun parce qu'on va nous arrêter à l'aéroport. Pourquoi? Parce qu'on a dit on ne veut plus de Paul Biya. Mais comme Paul Biya veut être au pouvoir à tout prix, il ne veut pas que nous disions on ne veut plus Paul Biya. Donc, ils vont nous arrêter, nous torturer, nous assassiner. Et c'est eux qui vont dire nous voulons le pouvoir à tout prix. Or, nous n'avons tué personne.
Même les activistes n'ont tué personne, ils ont ils ont vandalisé des bâtiments. Je préfère qu'on casse 1000 ambassades plutôt qu'on ôte la vie à un seul être humain. Et il y a un assassin, un génocidaire notoire du 21e siècle qui tue 12 à 15 millions de personnes et qui vous dit que c'est vous les méchants. C'est incroyable. Voilà dans l'état de droit version Cameroun où on vous crée dans le procès kafkaïen. Et le dernier élément de manipulation, c'est ce paradigme du tribalisme. Sébastien Ebala dit que lorsqu'on lui a donné les 500 coups de machette sous son pied, chez Émile Bankoui, on les a encore amenés au CED et on a demandé encore aux militaires du CED de les torturer. Mais curieusement, les gendarmes du CED ont estimé que ça suffisait et qu'ils étaient dans un état déjà assez horrible comme ça. On les a amenés à l'hôpital, mais on lui a demandé de quitter ces choses des Bamileke. Et bah là, c'est comme Ekanga, c'est comme Owona, c'est comme Atangana. Nous sommes les traîtres de notre village. C'est-à-dire, je ne sais pas comment des gens arrivent à réfléchir en se disant que quelqu'un qui a décidé de se servir de sa juge, parce que je crois que si on a eu un cerveau, ce n'est pas à titre décoratif. La nature m'a donné un cerveau dont je l'utilise. Je n'ai pas plus de sympathie envers quelqu'un du centre que quelqu'un de l'ouest. J'ai horreur des tribalistes d'où qu'ils viennent. Les tribalistes du MRC, s'il y en a, je les déteste absolument. Je n'aime pas le tribalisme. Les tribalistes du RDPC, en fait, que vous soyez Bami, mes ennemis sont les tribalistes. Je vais toujours me dresser contre mes frères du village qui attaquent les Bamileke. Je serai aussi le premier ennemi des Bamileke qui attaquent les Topori, les Mundang, les Kirdi, les Bakwiri, ce que vous voulez. Parce que la rationalité exige que on adhère à un parti sur la base du programme et non sur la base d'une proximité sociologique, comme cet énergumène, ce brillant énergumène de comment il s'appelle, son nom m'échappe, Atangana, Manda disait. Donc voilà les structures qu'ils utilisent voilà, pour faire le transfert de culpabilité. Ce dont parlait Malcolm X 5 jours avant cinq jours avant son assassinat en février 1965. Le 16 février 1965, il disait, voilà, ils nous accusent de ce dont ils sont coupables. Et c'est ça être un criminel. Ça veut dire vous avez des gens tribalistes, voyous, assassins, meurtriers, qui vous accusent d'être des assassins, des meurtriers. Et ce que vous voulez, le préambule de la Constitution du Cameroun dit nul ne doit être inquiété pour ses opinions politiques. Le Cameroun a ratifié toutes ces chartes-là en communion avec le pacte international des droits civils et politiques, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, tous les textes internationaux qui, justement, ont été imposés au Cameroun et où le Cameroun a dit oui, je suis d'accord avec ces textes, je ne vais pas inquiéter quelqu'un pour ses opinions politiques. Mais pourquoi Stéphane Sow est arrêté parce qu'on le soupçonne d'être du MRC? C'est une violation de texte. L'état de droit ne viole pas les textes. Le Cameroun n'est pas un état de droit et vous allez l'apprendre de toute façon à vos dépens. Ceux qui pensent que nous qui parlons dans la diaspora devons venir au pays, nous qui vivons dans des états de droit, que nous devons venir au pays pour justement revendiquer les droits pour eux, ben tant pis, vous allez justement subir cette répression-là parce que vous êtes incapable d'assumer le droit qui vous est dû. À présent, il y a, voilà, il y a une façon quand même de réfléchir pour se dire, et c'est ce que nous allons faire dans les 10 dernières minutes que nous avons, le programme s'étale, comme je disais, sur 90 minutes sans le moindre temps additionnel. Donc je vais le respecter pour que nous restions cohérents et responsables. Alors, comment sortir de là? Il faut se prendre en main soi-même. Quand je disais je voulais dire, il n'y a pas de raccourci. Ce ne sera pas facile, ne rêvez pas. Nous nous impulsons, nous qui ne vivons pas dans le despotisme au Cameroun, nous au moins on se préoccupe de ce que les Camerounais subissent et nous impulsons le changement par la communication, par l'enseignement de tous ces paradigmes. C'est pour ça que nous visitons le monde entier pour que vous appreniez un peu ce qui s'est passé au cours de l'histoire. Mais sur place au Cameroun, vous devriez faire des choses. Nous ne pouvons que vous donner des idées. J'ai élaboré cette formation en guise d'alternative aux journées d'éducation et d'éveil politique que j'avais initiées en 2019. Je les ai appelées Jeep, comme la voiture militaire, pour dire voilà, puisque les Camerounais ne peuvent pas se réunir sur place, bon, au moins les médias permettent de communiquer. Et même si vous êtes 50, même si vous êtes 100 sur un live comme celui-ci, c'est déjà mieux que dans une salle de conférence au Cameroun, peut-être, où vous serez même
30 ou 20 ou 40. En fait, nous avons l'avantage aujourd'hui que nous avons plus d'audience que les enseignants. Un enseignant dans une classe, il y a peut-être 100. Si vous êtes 150, tant mieux, ça veut qu'il y a 50 personnes de plus, donc ce n'est pas plus mal. On essaye de parer justement à toute éventualité et d'utiliser les interdictions comme des avantages. Mais maintenant, pour sortir de la situation, vous serez obligé de vous confronter à cette dictature. À défaut de prendre les armes pour aller tuer Paul Biya, prenez les armes intellectuelles. Cheikh Anta Diop disait, armez-vous de science jusqu'aux dents. Et c'est justement la science, c'est là qu'on vous apporte ici pour que vous puissiez avoir des idées en plus des arguments pour sortir de ce despotisme. Comme on est dans un régime bestial et barbare qui n'écoute rien, on est dans un régime qui fonctionne comme la Russie stalinienne des années 1950 avec le goulag, les camps de concentration, on vous arrêtait, on vous tabassait et on vous ressortit de là totalement brisé, comme Longuet Longuet quand il dit on m'a chicoté, on a pris mon passeport, on humilie quelqu'un comme ça pour que sorti de là, il ne puisse plus parler librement. C'est pour ça que Longuet Longuet vous dit aujourd'hui il monte contre Maurice Kamto. Il ne vous dit pas celui qu'on monte contre Maurice Kamto, parce que s'il dit comme Masanga Nyamding Ngongo est nuisible, bah, il va se retrouver aussi encore dans les situations compromettantes dans lesquelles il s'est trouvé. Le Cameroun fonctionne exactement pareil. On vous enferme, on vous tabasse, on traite les prisonniers politiques plus durement qu'on traite les prisonniers criminels de droit commun, dont des assassins et les violeurs, et ils sont bien, mais c'est Mamadou Mota qui aura le bras brisé, c'est Wilfred Siewe qui aura le crâne ouvert parce qu'on le soupçonne d'être du MRC, et c'est exactement ce que vous trouvez dans un livre qui a été écrit par un militant russe anti-Staline Alexandre Solzhenitsyn, il s'appelle comme ça, qui a passé plus de 20 ans en exil aux États-Unis et qui a écrit en 1973 un livre intitulé L'archipel du Goulag. Il raconte justement comme dans ces goulags-là, dans ces centres de concentration, les gens mouraient, les prisonniers politiques mouraient plus que les prisonniers de droit commun. Les gens mouraient par torture extrême. Aux prisonniers de droit commun, on donnait des aliments en petite quantité, certes, mais pour les prisonniers politiques, si vous étiez trois, on donne la ration pour deux personnes, donc vous allez vous battre entre vous pour avoir pour ne pas être celui qui n'a pas la ration. Et le Cameroun fonctionne comme ça. On vous méprise, on vous martyrise, euh, on vous chosifie. C'est la République savanière. Maintenant, pour sortir de là, vous n'avez pas le choix. Vous devriez vous creuser la tête et essayer de faire des choses. Mahatma Gandhi, pour accéder à l'indépendance en Inde en 1930, avait organisé la marche du sel. Plus de 380 kilomètres depuis son village jusqu'à la mer d'Arabie, où justement, symboliquement, il a pris de l'eau entre les mains, il a tendu vers le ciel pour symboliser l'évaporation, dont à partir de maintenant, on ne va plus prendre le sel imposé par la Grande-Bretagne, on va produire nous-mêmes notre sel en faisant simplement sécher de l'eau de mer. Certes, ça lui a causé beaucoup de problèmes, mais c'est le chemin à parcourir. S'il n'avait pas fait ça en 1948, l'Inde n'aurait pas eu, enfin en 47, l'Inde n'aurait pas eu son indépendance. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Si Rosa Parks n'avait pas dit je ne cède pas ma place à un blanc, si Martin Luther King n'avait pas dit j'organise le boycott des bus de Montgomery, rien ne se serait passé. Donc, un jour, de toute façon, vous serez obligé à organiser des marches au Cameroun. Il n'y a pas de raccourci. Vous serez obligé à écrire. Puisque nos routes ne sont pas tracées, vous allez prendre des pulvérisateurs pendant la nuit et écrire sur le bitume libérer Paul Chouta. Vous allez écrire ça sur 50, 200, 400 kilomètres et comme ça, même ceux qui ont oublié qui est Paul Chouta, à force de lire partout libérer Paul Chouta, vont se poser la question mais qui est Paul Chouta? Et comme ça, le débat public sera relancé. Vous allez écrire libérer Sébastien Ebala, libérer Bibou Nissak. Vous allez faire cela parce que vous n'avez pas le choix. Quand vous ne voulez pas marcher, la route qui mène dans votre village est détruite par l'inondation et vous oblige à marcher parce que quand on vous disait marcher pour des meilleures routes, vous aviez refusé. Bon, ce qu'on n'est pas fait par volonté, les circonstances, même la nature, vous oblige à le faire par contrainte. Creusez-vous la tête et créez des idées. J'ai pris 1000 exemples de résistance pacifique où vous n'avez pas besoin de prendre les armes pour bagarrer contre quiconque. De toute façon, le carburant essentiel qui détruit une dictature, ce sont les armes mentales. Et c'est ces armes mentales-là que j'ai voulu vous communiquer aujourd'hui au cours de ce live. Maintenant, vous savez que le Cameroun n'est pas un état de droit. Maintenant, vous avez vu l'historique de ceux qui, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, à travers la religion, se sont servis, qu'en Europe se sont servis de la religion ou des lois pour dire que
la ségrégation et l'oppression des Noirs, c'est normal. Vous avez vu le parallèle avec ce que les Camerounais, ce qui est fait au Cameroun. Vous avez vu le parallèle avec justement le goulag en Union soviétique. Vous voyez que le Cameroun fonctionne exactement comme l'empire nazi, comme l'empire stalinien, comme l'empire esclavagiste, comme l'empire fasciste de Benito Mussolini. C'est comme ça. Ce que nous avons au Cameroun, on peut appeler ça les lois Jim Crow. Parce qu'aux États-Unis, les lois dont je parlais qui interdisaient de s'asseoir quand un blanc est debout, on appelait ça les lois Jim Crow. Depuis les années 1864, ça avait été instauré comme ça. Ça vient d'une chanson d'un chanteur qu'on appelait Thomas D. Rice, qui justement avait sorti une chanson qu'il appelait Jim Crow. Il se déguisait en noir et parcourait les États-Unis en chantant ce morceau et pour parodier un peu. Et de fil en aiguille, l'expression Jim Crow a commencé à désigner les Afro-Américains. Donc, lorsque ces lois-là ont commencé à être mises sur pied à partir des années 1863-64. Elles ont été appelées les lois Jim Crow, qui d'ailleurs étaient défendues par le président Andrew Johnson et tous les esclavagistes qui s'en sont suivis, les mêmes qui ont assassiné Abraham Lincoln après qu'il ait aboli l'esclavage autour des années 1865. Donc voilà, c'est le même type de loi que nous avons au Cameroun. Donc appelez ça maintenant les lois Jim Crow. Chaque fois que vous entendez parler d'un biaïste qui vous dit force reviendra à la loi, sachez que c'est une loi écrite pour opprimer les gens. Et comme on veut vous coincer, quand vous vous liguez contre une loi oppressive, on dit que vous êtes terroriste. Donc on considère que comme le sous-préfet a dit, je veux coucher avec ta femme, je dois lui donner ma femme parce que c'est la loi. C'est ça la loi Jim Crow. Et si je dis, tu ne dois pas coucher avec ma femme, il me dit, ah tiens, donc tu te ligues contre l'autorité administrative, espèce de terroriste. C'est donc ça que subissent actuellement Sébastien Ebala, Paul Chouta, Alain Foguet, Olivier Bibounissac, Stéphane So, c'est ce qu'ont subi Rosange Njimeni, Laure Nouchan, Astoucho et tous ceux qui ont subi, Stéphanie Njomo et tous ceux qui ont croupi et tous ceux qui ont croupi en prison et qui croupissent en prison actuellement pour leurs opinions politiques. Pour créer l'état de droit au Cameroun, il faudra apprendre ce qu'est l'état de droit. Il faudra argumenter contre les biaïstes, il faudra éviter de se plier aux exigences, aux appels séduisants du tribalisme, de la famine, du ventre vide, de l'amour, du champagne. Il faudra éviter de se faire instrumentaliser par des gens qui pensent que les méthodes qu'ils ont utilisées pendant 50 ans vont être encore les méthodes d'aujourd'hui, l'intimidation. En fait, ils veulent continuer à dire à nos parents et dis à ton enfant là de ne pas faire politique parce que sinon on va le tuer. Mais vous avez vu une chanteuse danser avec Femme Dongo et Joseph Orona, il y avait les effigies de Paul Biya partout. Imaginez un chanteur qui va faire la même chose pour Maurice Kamto. On va dire, ah, il a arrêté d'être chanteur, il est politicien. On vous enferme dans un carcan pervers où vous pouvez soutenir Paul Biya et dire vous êtes apolitique, mais quand vous soutenez un membre, enfin, je ne dis même pas soutenir, vous pouvez, oui, soutenir Paul Biya et dire vous êtes apolitique, mais quand pour un membre de l'opposition, vous ne le soutenez même pas, vous vous rapprochez simplement de lui, ou vous lui serrez la main, vous organisez un concert et tout. Là, on dit, ah tiens, il fait déjà politique, souvenez-vous, Dynastie le Tigre, parce qu'il a applaudi Maurice Kamto, on s'est jeté sur lui. Maintenant, vous avez l'autre chanteuse qui va danser avec Femme Dongo. Elle peut dire non, je ne fais pas politique. On va arrêter de se justifier d'avoir été au contact d'un autre Camerounais parce qu'il est de l'opposition, alors que ceux qui soutiennent le biaïsme sont non pas assez justifiés et continuent de dire qu'ils sont apolitiques, comme Samuel Eto'o par exemple. Ce n'est pas ça l'état de droit. Je termine par là où j'ai commencé. L'état de droit, c'est un système où l'État se soumet lui-même au droit et où le gérant de cet État-là ne fait pas ce qu'il veut, sinon c'est de la tyrannie, c'est du despotisme. Vous devez donc vous habituer à ça, vous devez donc vous impliquer à la connaissance de toutes ces choses pour qu'on ne vous manipule plus. Et en parlant d'implication, je vous rappelle encore justement que mon livre est disponible sur Amazon et comme vous pouvez le voir, j'ai quelques exemplaires avec moi. Tu dois t'impliquer. Pour ceux qui veulent savoir comment j'ai géré la campagne politique au Cameroun, ce que j'ai vu, ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, mes débats télévisés, mes conférences interdites, mon soutien à Maurice Kamto,
Les raisons pour lesquelles j'ai choisi le MRC, tout ceci est consigné ici. C'est écrit dans un langage très facile, alors ne vous en faites pas. C'est dans le même registre que j'ai fait ce live, dont ce ne sera pas compliqué à comprendre. Vous pouvez le trouver sur Amazon, je vais mettre le lien en commentaire. Et pour ceux qui veulent un exemplaire dédicacé, comme vous voyez, j'ai des exemplaires avec moi. Vous m'écrivez simplement un message avec votre adresse et tout, et on va s'arranger à vous le faire parvenir. Il coûte 25 €, aussi bien sur Amazon que si vous l'achetez ici, il coûte pas plus cher parce qu'il y a une signature. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Demain, on va terminer cette trilogie par le sujet du tribalisme, un autre abcès qui pourrit le Cameroun. Je ne vais pas aller plus loin, j'ai dit que j'ai terminé 100 ans additionnels à 18h30 et voilà, je vais m'arrêter là et je vous remercie d'avoir suivi. Je vous remercie d'avoir été là et voilà, on se donne rendez-vous demain pour la suite et fin de cette trilogie. J'espère que pour vous, elle est assez instructive. En tout cas pour moi, elle l'a été. Comme d'habitude, je vous laisse avec ce formidable clip de la Renaissance que j'apprécie énormément et qui demain sera peut-être le nouvel hymne national de notre pays. Merci de m'avoir suivi et à demain 17h. Sur les manettes Bouba, sur les crêtes de Rebouba, ça qui nous caresse, Picoussi d'allégresse, ces armatans qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les